Elle fait ça d'une main de maître. Parfait pour donner l'élan à ce nouvel épisode. Salut Sophie, bienvenue sur ce podcast. Et bonjour Sophie, merci de m'avoir invitée. Je sens que ça va pas être triste cet épisode. C'est pas l'objectif. C'est ça. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, déjà merci de prendre le temps de venir, d'avoir fait la route avec la canicule, etc. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Sophie Leleu. Initialement, je suis ingénieure chimiste et la fondatrice de Moodify. C'est une société qui est basée à Avignon. Donc on n'est pas si loin de Montpellier, mais on a fait un peu de route. Pour donner un peu un rapide aperçu de mon parcours, j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire en tant que chef de produit, puis ingénieur commercial. Et à la suite de ces 2 expériences, j'ai décidé de monter ma start-up de compléments alimentaires. Ok. Alors justement, Moodify, c'est quoi ? Moodify, c'est une solution 2 en 1 pour agir sur le stress, l'humeur et la concentration. Et pour ça, on a combiné d'un côté des compléments alimentaires hautement dosés, fabriqués en France, dont l'efficacité repose sur des études cliniques, avec une application de gestion du stress co-développée avec des psychologues. Okay. Concrètement, en même temps qu'on prend sa cure de compléments, on a des petits exercices à faire tous les jours pour réinstaurer de nouvelles habitudes sur le long terme. Ok. Et comme exercice, par exemple, tu aurais des exemples à nous citer ? Alors, en fait, c'est découpé selon 3 semaines. L'idée, c'est qu'on commence d'abord par des petits exercices pour faire le point sur soi, la respiration profonde, la cohérence cardiaque, des étirements. Puis ensuite, on va aller un peu plus loin dans le programme avec des exercices liés aux mêmes méthodologies que les thérapies cognitives et comportementales. Donc, déceler les situations qui peuvent nous stresser, comment prendre du recul, etc. Et enfin, comment on réinstaure de nouvelles habitudes. Donc là, c'est plein de petits outils qu'on va mettre en place, type gestion du temps, avoir moins de charge mentale. Enfin voilà, c'est des petits outils qu'on va mettre en place comme ça. Est-ce que tu cibles les entrepreneurs avec Moodify ? C'est totalement ma cible, les entrepreneurs, pas que. Il y a aussi les salariés, mais les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les actifs de manière générale sont tout à fait des personnes qui peuvent avoir une utilité à prendre Moodify. Ouais. Oui, d'autant plus qu'on est dans une société du toujours plus vite, toujours... Donc, tout ce qui est stress et charge mentale, c'est un vrai sujet. Donc, je pense que tu tapes juste là. C'est un vrai sujet et c'est un sujet, malheureusement, où beaucoup de personnes sont dans le déni aussi. Donc, il y a aussi beaucoup de formations à faire, d'éducation et de pédagogie autour de ces sujets-là qui, malheureusement, ne sont pas toujours bien perçus et surtout, on n'en parle pas beaucoup. Oui, parce que c'est vrai que, entre entrepreneurs, des fois, on se dit « Attention, tu tires sur la corde, tu devrais penser à débrancher, etc. » Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre tout ça sous le tapis en se disant « ça va, je gère ». Sauf que quand ça explose... Ah oui, c'est le problème. Ça va, je gère, mais combien de temps ? Donc, oui, c'est ça. Il faut aussi faire attention aux petits signes d'alerte qui peuvent des fois apparaître. Donc du coup, Moodify intervient avant, à titre préventif, on va dire ? Exactement. L'idée, c'est vraiment d'être dans une phase avant, parce que quand l'épuisement arrive, souvent, c'est trop tard. Oui. Et à ce moment-là, c'est souvent des solutions médicamenteuses, aller voir un professionnel. L'idée, c'est qu'on est vraiment en amont. Dès qu'on commence à ressentir des petits signes de stress, dire « Ok, là, qu'est-ce que je peux faire pour justement aider mon corps à réduire les taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, réguler les taux de sérotonine pour éviter les fluctuations d'humeur, mais aussi avoir ces petits exercices au quotidien via l'application pour se dire « Ok, attends, là, je vais reprendre un peu de temps pour moi, pour justement faire le point sur... ce qui va être bien pour moi après, quoi. Du 360 degrés, quoi. C'est du 360 et dans une société où on est toujours plus connecté, là, c'est une bonne raison d'être connecté, justement, via l'appli. Donc, c'est l'idée. On s'adapte aussi à la population qui est connectée. Ok, avec cette connexion, qu'est-ce qu'on peut en faire de bien, quoi. C'est ça. Donc, c'est très bien résumé, ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est vraiment la conséquence directe de mon entourage et pro et perso. Malheureusement, autour de moi, beaucoup de personnes ont fait un burn-out. Et ce qu'on leur disait, c'était, écoute, va te reposer, mets-toi en arrêt ou va voir quelqu'un. Grosso modo, c'était ça. Et je me suis dit, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose d'un peu plus réfléchi et efficace pour éviter que l'épuisement apparaisse, justement. Donc, aller agir avant et bien en amont. Et puis, vu que j'étais dans ce milieu aussi des plantes, que je connaissais bien, et puis toutes les études cliniques qu'il y avait autour de ces plantes sur l'efficacité qu'elles peuvent avoir sur notre corps, je me suis dit, je crois que je peux combiner quelque chose et vraiment agir et amener ma pierre à l'édifice, quoi, pour aider ces personnes-là. Donc, ouais. On souhaite longue vie à Moodify. Merci.
Et du coup, c'est l'entrepreneuriat, tu t'es pas dit, moi, je vais entreprendre. C'est venu avec le temps. Exactement. De base, moi, j'étais sortie d'école d'ingé. Je voulais rentrer dans le salariat, gravir les échelons petit à petit dans une entreprise et puis faire ma place comme ça. Et l'entrepreneuriat n'était pas du tout sur la table. Enfin, c'est pas un sujet, quoi. Même si je me suis jamais fermé l'opportunité. Enfin, on a eu des projets durant mes études, justement, où on montait des boîtes fictives. Et donc, on était en groupe, j'étais chef de projet même de certains groupes. Donc, du coup, on a joué un peu le jeu de l'entrepreneuriat sans pour autant me dire que j'allais en faire mon métier. Et puis, au final, c'est venu tout seul et je me suis dit, bon, pourquoi pas, allons-y. Et du coup, ton entourage, quand t'as dit, allez, je me lance, ça a été quoi la réaction ? Ça a été super bien perçu. J'ai la chance d'avoir un mari qui est vraiment exceptionnel, qui m'a vraiment soutenue dès le début quand je lui ai dit, quand l'idée a pop-up, je me suis dit, bon, je lui en parle. Et là, il m'a dit, pourquoi pas. Donc, ça a été mon premier soutien. Ouais, tellement important, ça. Ouais. Et puis même une aventure entrepreneuriale, sans lui, je l'imagine pas. Parce que au-delà de dire pourquoi pas, il a aussi une charge mentale bien plus grande, que ce soit pour les tâches ménagères, que ce soit pour la vie quotidienne. En fait, il me délaisse de certaines choses pour que justement je puisse m'investir à fond. Que tu sois focus, quoi. Et ça n'a pas de prix. Donc, il s'est investi de cette manière-là. Et puis, c'est aussi investi dans la boîte, même rien que pour le site internet. Il m'a aidé. Enfin, voilà, on est vraiment... il n'est pas dans Modify, mais on est quand même un duo, quoi. Donc, on voit passer sur les réseaux sociaux, tu sais... les hommes qui accompagnent leur femme, justement, et ils disent « Moi, je suis le salarié qui n'a jamais postulé. » C'est tout à fait ça. Merci à lui, alors. Et du coup, là, pour l'instant, à ce jour, tu dirais que ta plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'entrepreneur, ça serait quoi ? C'est que il ne faut pas attendre que ce soit parfait. Oui. Parce que j'avais un peu ce syndrome de la bonne élève qui avait tendance à vouloir que tout soit bien parfait, le perfectionnisme, on est là. Hein. Et du coup, de tellement back-upper, etc., que ça prend trop de temps à ce que ça sorte. Et au final, l'entrepreneuriat, on n'a pas le temps. Il faut que ça sorte, il faut que ça avance, on n'a pas le choix. Et donc, à un moment donné, des fois, il faut dire, vas-y, j'y vais, c'est pas parfait. Mais c'est 80% parfait, donc ça suffira et ça va percer, quoi. Oui, puis surtout, c'est pas parfait, mais par rapport à notre échelle de valeur qui en finit jamais. C'est par rapport à quoi le parfait aussi. C'est ça, il faut savoir jauger, il faut savoir doser, et c'est là le plus dur, en fait. Ouais, exactement. Et comment tu gères, justement, quand tu as des moments de doute ou de fatigue mentale, etc. Comment tu fais ? C'est quoi tes tips ? C'est marrant parce que quand on est dans une société qui traite la santé mentale... on n'a pas le droit de la mettre de côté quand même. Hein. On est aussi là pour... ce serait quand même le comble. Du coup, je pense que l'un des meilleurs tips, c'est aussi de savoir s'écouter. On ne peut pas être à 100% tout le temps. Oui. C'est impossible. Il y a des moments où on va travailler... ça m'est arrivé de travailler 70 heures dans une semaine parce que mentalement et dynamiquement et énergétiquement, j'étais possible de le faire. Donc, ça ne me posait aucun souci de le faire et j'y allais et j'étais trop contente de le faire et ça... Enfin, voilà. Et puis, il y a des moments où, des fois, même travailler 3-4 heures par jour, c'est dur parce que on est fatigué, parce que les choses se passent moins bien que prévu. C'est pas grave. Je pense qu'il faut aussi se dire qu'on est entrepreneur justement pour pas avoir aussi un rythme 8h-18h. Hein. Des fois, il y a des jours où on va travailler beaucoup et des jours où, non, c'est pas grave. C'est OK de dire à l'équipe, là, comptez pas sur moi. C'est pas mon jour, je serai plus performante demain. Là, je me mets en retrait, là, je vais faire une longue pause, c'est OK. Il faut savoir le faire, il faut pas culpabiliser avec ça. Et je trouve, là, je vais jeter un pavé dans la mare, mais je trouve que les femmes, on se culpabilise peut-être beaucoup plus. Alors ici, je suis dans une pépinière d'entreprise où il y a beaucoup d'hommes, fondateurs et cofondateurs, et je vois le stress qu'ils ont à gérer au quotidien. Mais je trouve, là, on se rejoint puisqu'on a toutes les deux été accompagnées par un incubateur qui s'appelle Les Premières, qui accompagne des entreprises qui sont portées par des femmes. Et c'est vrai que c'est un trait commun que je vois chez toutes. On se met un stress. Mais avant de lancer ne serait-ce qu'une offre ou quoi, c'est limite « Ah mais attends, mon logo, je le verrai plutôt en vert qu'en bleu, qu'un truc... » Et souvent, je dis « Non mais vas-y, lance-toi. Parce que ton logo, tu auras tout le temps de le faire évoluer, ton site internet aussi. » Et du coup, c'est vrai que ce côté-là, charge mentale chez les femmes entrepreneurs, par rapport aux discussions que j'ai avec les hommes entrepreneurs, waouh, il y a un fossé là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi ? On se pose beaucoup de questions.
Oui. Énormément. Et je pense qu'on se met une pression supplémentaire parce qu'on doit réussir. Enfin, il n'y a pas de demi-mesure. Et je pense que les hommes aussi se mettent une pression. Il ne faut pas Totalement du tout. Mais je pense qu'on a toujours été éduqués, on a grandi aussi comme ça sur le fait que si on veut réussir, il faut que ce soit parfait. Si on veut... Enfin, on essaye de prendre aussi un peu moins de place. Tant que c'est pas parfait, on va pas affirmer des choses. Enfin, voilà, on va avoir tendance à se sous-estimer peut-être, comparé à des hommes qui peuvent potentiellement être un peu plus fonceurs. Oui. On va être quand même plus réfléchi, je pense. Mais bon, au final, je pense que c'est un problème qu'on s'auto-sabote tout seul, parce que je pense que... Toute seule comme des grandes. je pense que si on y allait, on ne risquerait pas grand-chose non plus. Donc, voilà. Et comme je dis toujours, au pire, si tu te plantes, tu reviens en arrière. C'est pas grave. T'en tires les leçons et c'est complètement OK. Et du coup, là, comme je le disais, on a toutes les deux été accompagnées par l'incubateur les premières. Moi, c'était à Montpellier. Toi, c'était... À Aix-en-Provence. C'est les premières sud, ouais. OK, moi, c'est les premières Occitanie, mais c'est pareil, c'est le même combat. Réseau, c'est le global. Et toi, tu dirais que ça t'a apporté quoi, justement, d'intégrer un incubateur ? Alors, j'ai intégré au final 2 incubateurs, on va dire. Un qui n'était pas exclusivement réservé aux femmes. Enfin, c'était une pépinière d'entreprise, donc qui m'a accompagnée via une formation commerciale. Et puis, j'ai fait les premières sud. Donc, comme ça, j'ai pu un peu voir la différence parce qu'il y avait un mix et un exclusivement féminin. De manière générale, un incubateur, c'est hyper important parce que ça permet de donner à un groupe une dynamique et on se sent beaucoup moins seul. Parce que l'entrepreneuriat, ça reste aussi un voyage assez solitaire. C'est ça. Et de se sentir accompagné, de sentir qu'il y a du monde autour de nous qui vivent les mêmes choses, c'est quand même hyper... Enfin, ça donne de l'énergie aussi et ça nous aide à nous poser les bonnes questions et à avoir des réponses aussi par rapport à des problèmes qu'on peut rencontrer en commun. Être dans un incubateur féminin, ça donne un peu plus une safe place parce qu'on a les mêmes problématiques et on va peut-être se sentir plus en confiance de les aborder. Oui. Face à des fois des groupes mixtes, peut-être qu'on va moins oser montrer ses faiblesses parce que il faut aussi garder une image. Peut-être dans un incubateur féminin, on va retrouver des personnes qui vont avec lesquelles on va plus se sentir liés et plus rencontrer les mêmes problématiques. Ouais, ça enlève ce stress, mais ouais, la barrière et ce filtre. On se dit on est entre femmes entrepreneurs, on se comprend, on se sait. Ouais, on se sait. C'est ça. Et du coup, toi, est-ce que tu penses que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, hormis le fait de vouloir tout faire parfaitement, attendre le bon moment, etc., est-ce que tu penses que dans l'entrepreneuriat féminin, il y a des freins en particulier dans notre société ou pas ? Oui et non. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat féminin... Alors, il y a encore moins de femmes qui entreprennent que les hommes pour l'instant, d'une manière chiffrée. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de structures qui mettent en place des choses pour les femmes. Et du coup, des fois, ça peut même être de la discrimination positive, on va dire, puisque les hommes ne sont plus autorisés dans certaines structures. Donc, oui et non, parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place pour les femmes, pour les valoriser et pour les aider dans leur activité. Ça, je trouve ça quand même positif. Après, comme je disais, on a des barrières, des auto-barrières, parce qu'on s'auto-sabote aussi. Mais je pense que ça peut être positif dans un certain cas et puis un peu négatif dans certaines choses où peut-être pour aller chercher des fonds, on va être moins demandeuse, on va moins se mettre en valeur. Enfin, voilà, il y a des choses aussi où... On va se faire toute petite alors qu'au final, qu'on soit entrepreneur ou entrepreneureux, on mérite tous la même place, on mérite tous la même réussite. Donc, on va enlever ces freins à main là et on va y aller. Et du coup, moi, je suis dans le digital, c'est mon cœur de métier. Toi, tu surfes sur le digital aussi, avec succès. Il faut. D'après toi, tu dirais que les entrepreneurs que tu connais qui sont dans le digital, toi, pour valoriser Moodify, tu surfes sur le digital. Oui. En même temps, c'est indispensable en 2025. On voit que tu fais ça super bien, d'ailleurs. Merci. Bravo pour tout ça. C'est aussi grâce à mon alternante Justine. Elle est là. Donc, bravo Justine pour tout ce travail qui se cache derrière la caméra. Mais non, on la mentionne, elle est là. Pour valoriser Moodify, la charge mentale, le stress, etc., c'est quelque chose dont on entend parler absolument partout, sous différents types de formats. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de la stratégie que tu as choisi de mettre en place? Est-ce qui fonctionne? Si tu as des tops, des flops, je ne sais pas, mais un petit retour d'expérience sur le digital.
Alors nous, effectivement, vu que c'est une marque de compléments alimentaires, il y a une nécessité de communiquer sur la marque énorme. Et on a vraiment choisi le canal surtout des réseaux sociaux type LinkedIn ou Instagram pour communiquer et pour justement expliquer et l'aventure entrepreneuriale et la pédagogie autour de la santé mentale. Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, néanmoins on entend tout et rien aussi. L'idée qu'on a prise, c'est de partir sur la partie très scientifique et très neuroscientifique pour vraiment comprendre d'où venait le stress, pourquoi on était stressé et comment on peut agir dessus, notamment avec des compléments alimentaires, par exemple. Donc, l'idée derrière la stratégie de Moodify, ça a été vraiment de combiner et de l'éducation, donc des contenus plus pédagogiques sur le stress, et l'aventure entrepreneuriale de manière générale, et puis le storytelling autour de nos produits. Il y a quand même une grosse histoire de personal branding et d'image de marque qui a été très mise en valeur chez Moodify. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, de manière organique, mais aussi de manière payante, via des ads. Voilà, la stratégie. Ok. Et justement, entre authenticité, stratégie, etc., moi, justement, tu as fait un gros branding là-dessus, tu t'es appuyé sur ton expérience en tant que scientifique, etc. Toi, tu dirais que tu as trouvé l'équilibre comment entre tout ça ? Je pense qu'il faut toujours partir d'un message clé. Dès qu'on veut créer un contenu, peu importe, il faut toujours qu'il y ait un message clé et une idée très précise, pas s'éparpiller partout, qui résume bien et les valeurs de Moodify et aussi les valeurs personnelles. Je pense que d'un point de vue authenticité, il faut rester toujours aligné aussi avec sa personne, surtout quand on monte une start-up. Souvent, on parle des valeurs de la boîte, mais c'est aussi les valeurs de la personne. Sinon, il y a une rupture. Donc, totalement. Niveau authenticité, il faut que ce soit toujours aligné. Et puis ensuite, stratégiquement parlant, il faut délivrer le message de la manière la plus efficace possible et que ce soit compris par le plus grand nombre. Donc, on a essayé de combiner ces deux aspects-là. Et surtout, l'idée, c'était qu'on diversifie les différents formats, que ce soit la vidéo, les carousels, les images, pour que le message soit passé, qu'importe le format, quoi. Et du coup, tu as une routine de création. Comment tu fais, toi ? Tout à fait. On a un planning éditorial bien chargé qu'on travaille dessus avec Justine, justement, l'alternante. L'idée, c'est qu'on sait quand on planifie nos posts, on essaye de diversifier entre, comme je disais, éducatif, plutôt backstage, et puis message un peu plus direct et promotionnel sur la marque. Donc, on essaye de diversifier ça. Généralement, on travaille quand même sur des semaines à l'avance, avec des moments où on va faire plutôt des tournages, des moments où plutôt des montages, et puis trouver les bons messages aussi. C'est très structuré. Après, ça, c'est surtout sur la partie Instagram. La partie LinkedIn, c'est moi qui l'ai gardée à 100%, parce que c'est une autre plateforme, à mon sens. C'est-à-dire que sur LinkedIn, je vais plus célébrer les victoires, on va dire. Et donc, ça, je l'ai gardé. Et ma routine, c'est souvent une demi-heure avant de poster. Donc là, je ne suis pas très en avance sur mes posts. C'est beaucoup plus du feeling et du comment ça arrive. Parce que c'est très lié aussi aux événements qui se sont déroulés. Voilà, on est moins sur de la vente. Après, c'est quand même très en lien avec ce qu'on publie sur Instagram, évidemment. Forcément. Mais il y a un peu deux stratégies de création et de planification. Mais les deux se regroupent bien. Et toi, le format qui te plaît le plus ? Entre LinkedIn et Instagram ou de manière générale ? De manière générale, ou même le type de post je pense que ça va être les vidéos. Je trouve que dans une vidéo, on arrive à beaucoup plus traduire une énergie que dans n'importe quel post. Et nous, on est quand même sur le mood avec Moodify, sur l'humeur. Et donc, l'idée, c'est quand même que je veux donner cette énergie aussi aux gens par rapport aux posts qu'on fait. Et dans les vidéos, c'est là qu'on arrive à le mieux le faire. C'est vrai que tu as des vidéos qui sortent un peu des... Parce que justement, quand on dit la charge mentale, le stress, etc., on s'attend à des posts... très zen. Très zen, ou au contraire, très, pas lourd, mais un truc qui te plombe au début pour t'embarquer. Et là, pas du tout. Non. Au contraire, t'as des petites vidéos qui font décrocher un sourire et tout ça. On se dit, tiens, il y a du peps chez Moodify. C'est pas la dynamique. Donc ouais, ça rend le sujet un peu plus léger, si je peux me permettre. C'est ça. Et plus accrocheur aussi. L'idée, c'est que le stress, on l'associe souvent à quelque chose de lourd, de difficile, et c'est le cas. Mais en fait, on n'est pas là pour plomber le moral des personnes. Justement, si à travers nos vidéos, on décroche un sourire de la personne, c'est déjà bien, parce qu'on les a fait se déconnecter 2 minutes.
Donc l'idée, évidemment, on va pas commencer à faire des vidéos loufoques parce que c'est pas non plus l'idée derrière Moodify, mais c'est d'avoir cette énergie, ce dynamisme, cette positivité au quotidien, quoi. Moodify, comment ça marche? C'est des abonnements? C'est comment, en fait? Alors Moodify, ça fonctionne soit par cure seule, soit par pack. Ok. C'est-à-dire qu'on vend les packs de compléments alimentaires associés avec l'application mobile. Ok. Donc ça, c'est pas des abonnements. Il faut vraiment le voir comme un coffret qu'on achète au début. Ça donne accès à l'application mobile. Et une fois qu'on a accès à l'application mobile, on peut y aller tout le temps. Donc ça va durer pendant les 21 premiers jours. On va débloquer les exercices jour après jour. Parce qu'on a un petit questionnaire sur son humeur qui débloque les exercices. Et à la fin de ces 21 jours, on a re-accès à la bibliothèque d'exercices qu'on a débloquée. Et on peut retourner dessus et on peut mettre les exercices en favori. Enfin, voilà, on peut aller les chercher. Mais une fois qu'on a qu'on a acheté une fois l'application, et ben, on aura juste à racheter le complément alimentaire. D'accord. Donc, ça fonctionne très soit clair. pack ou cure de compléments alimentaires seul. On nous laisse le libre arbitre. Exactement. Ok. Et du coup, que ça soit dans ta création de contenu ou peut-être sur ta plateforme, enfin, peu importe, est-ce que toi, tu utilises de l'IA et est-ce que tu as un point de vue sur l'IA? Ce serait bête de se priver de l'IA, je trouve. L'IA, c'est quand même une vraie avancée et c'est un vrai outil. Néanmoins, comme je dis souvent, l'IA, c'est un outil et pas un remplacement de l'humain. Donc, utiliser l'IA comme un support, comme un assistant pour, je sais pas, corriger des tournures de phrases, corriger des fautes d'orthographe, oui, évidemment. Par contre, le fond, il ne le remplacera jamais. Le contenu, l'idée, etc., ça vient de nous en tant qu'humains. Et ça, là-dessus, il faut bien... Enfin voilà, l'IA, je trouve ça génial parce que ça aide, mais ça dépend de nouveau comment on l'utilise, quoi. Totalement. Et il y a une vraie barrière. Enfin, il ne faut pas être contre l'IA parce que de toute façon, elle existe. Donc, ce serait bête d'être à contre-courant et de se dire non, l'IA, moi, je l'utilise pas. Non, moi, je l'utilise. Hein. Mais j'ai déjà briefé l'IA pour qu'elle sache comment je voulais qu'on parle, comment je voulais... Enfin, je lui ai transmis des informations pour qu'elle sache aussi la base de Moodify, par exemple. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Et puis ensuite, on travaille ensemble. Mais ça reste une IA, c'est pas un humain, quoi. On a exactement le même point de vue là-dessus, c'est que l'IA, c'est incroyable pour créer du contenu plus vite, etc., à condition de la maîtriser, c'est ça. À condition de bien prompter. Et clairement, ça ne va pas remplacer notre créativité, nos idées, nos personnalités. Donc, à utiliser, mais de façon pertinente et intelligente. Et intelligente. Parce que brainstormer avec l'IA, ça peut être génial, comme ça peut être inutile. Parce qu'elle ne sait pas où on veut aller. Et nous, on a l'idée, c'est pas grave, à ce moment-là, on met l'IA de côté et puis on va... Parce qu'il y a le piège, vu que l'IA répond très vite et peut proposer parfois des idées auxquelles on ne s'attend pas, il peut y avoir le piège de, instinctivement, de suite demander à l'IA, alors que prendre un temps de prise de recul, etc., se questionner soi-même, ou juste avec des équipes ou avec d'autres entrepreneurs, tiens, je pense faire ci, je pense faire ça, qu'est-ce que t'en penses ? C'est aussi très bon pour booster la créativité, pour booster tout ça. Et ouais, je te rejoins là-dessus. L'IA, c'est un outil, c'est pas la solution miracle. C'est ça. Et puis, je pense que d'un point de vue créativité, on peut aller quand même beaucoup plus loin que l'IA parce qu'on va penser à des choses qui vont aller beaucoup plus loin. L'IA, elle va quand même rester très fermée sur la question qu'on lui a posée. Elle va peut-être pas aller chercher des choses que nous, tout à coup, on va dire « Ah, mais en fait, si je fais ça... » Et c'est une idée qui a rien à voir, mais qui va servir au projet. Et donc, voilà, l'IA... faut savoir s'en servir. Comment tu mesurerais l'impact de ta communication, du digital sur ton développement ? C'est clé, la communication digitale pour Moodify, parce que c'est comme ça qu'on a nos clients. Oui. Donc, on mesure quand même et le taux d'engagement et le taux de commentaires. Enfin, voilà, on va vraiment avoir des indicateurs KPI sur la com qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, c'est clé, parce que c'est là où on sait aussi si nos clients adhèrent ou pas à notre contenu, mais surtout s'ils achètent. Ouais. Donc, c'est primordial. Très clair. On parle d'entrepreneuriat par les femmes, etc. Est-ce que pour toi, dans ton branding ou dans ta com, c'est quelque chose que tu prévois, que tu fais peut-être un tout petit peu ou que tu vas faire peut-être à plus grande échelle ? Je veux dire, d'intégrer des valeurs féministes ou pas dans ton business ? Alors, avoir des valeurs dans mon business, c'est ultra primordial pour moi. Ouais. Parce que, et puis, je pense que ça se ressent aussi chez Moodify. Nous, on a vraiment 3 piliers, c'est performance, transparence et bienveillance. Ouais. Et on essaye vraiment, même dans notre communication, d'être toujours très aligné avec ces piliers-là. Je dirais pas que c'est des valeurs fondamentalement féministes, puisque ça concerne et les hommes et les femmes. Oui.
Donc, avoir des valeurs dans un business, je trouve ça hyper important parce qu'on en est à une ère aussi où moi, je voulais être alignée avec mes valeurs dans le travail que je faisais. Donc ça, c'était hyper important. Féministe, je ne sais pas si ça a un intérêt là pour Modify qui s'adresse et aux hommes et aux femmes. Je pense plus humaniste que féministe, quoi. C'est, voilà, il faut être et homme et femme et pas exclure forcément, quoi. Je suis sur Comme quoi, quand on intègre un incubateur dédié aux femmes, ça ne veut pas forcément dire qu'on est ultra féministe. Pas du tout. Non, pas du tout. L'idée, c'est pas d'exclure qui que ce soit. C'est, bon, je suis pour l'égalité des sexes, ça oui, hein, mais pas pour prôner des valeurs féministes. Ouais. On est bien d'accord. Pas l'idée, non. On est bien d'accord, chacun prend sa place et comme tu dis, parce que je dis ça parce que souvent quand je dis que j'ai été accompagnée par un incubateur dédié aux femmes, on me dit « Ah, t'es féministe ?» Il y a ce gros raccourci et je dis « Ben non, c'est juste que comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est une safe place aussi. Ouais. Entre femmes, des fois on aborde des sujets qu'on n'oserait peut-être pas aborder dans un incubateur ou dans un réseau mixte. Et non, à ce compte-là... second pavé dans la mare. Les réseaux qui sont complètement fermés et dédiés aux hommes, c'est pas pour autant qu'ils vivent comme dans les années 30, si je peux me permettre. Ah oui, non, bien sûr. Donc, être femme entrepreneur ne veut pas forcément dire ultra féministe et chacun ses combats, comme on dit. Du coup, toi, comment tu fais au quotidien pour incarner ton message dans ton entreprise ? Comme je l'ai dit, au final, les valeurs de l'entreprise, c'est souvent ses propres valeurs quand on lance une start-up. Du coup, comment j'incarne ce message, j'ai envie de dire en étant moi, parce que ça fait partie de mon ADN et que l'idée, c'est que... Enfin, je pourrais pas être désalignée avec les valeurs de l'entreprise que j'ai créée, ça n'aurait pas de sens. Donc, je pense que la façon dont je communique, c'est la façon dont je souhaite que Modify soit perçu et donc que les valeurs soient alignées. Parfait. Voilà. Souvent, on se dit j'ai une entreprise, il faut que j'ai telle posture, il faut que j'ai telle... Non. Ça ne marchera pas sur long terme parce qu'on jouera un jeu. On va jouer un jeu, on va s'épuiser et puis au final, ça se sent aussi. Donc, c'est très bien d'être soi-même, par moments un petit peu sans filtre aussi. Ça surprend un petit peu et c'est peut-être là qu'on fédère un peu plus aussi. Peut-être. Mais encore, ça, c'est aussi un autre problème des femmes, c'est qu'on est souvent trop lisses. Oui. Dans notre communication, pour pas trop froisser, pour pas trop faire de débats. C'est ça, et des fois, même moi, là, dans certains réels ou même un podcast que je fais, on me dit « T'es sûre tu veux laisser ça ?» Oui. C'est ma personnalité, c'est mes valeurs, et je vais pas me brider, je vais pas me mettre un masque parce que... Non, au contraire, et puis c'est comme ça qu'on fédère, oui, comme tu dis. Et puis que les gens adhèrent plus, parce qu'on adhère à des personnalités aussi, on n'adhère pas à juste quelque chose de parfait. C'est ça. Et puis c'est ça qui plaît aussi. Pourquoi tu adhères à telle marque et pas une autre ? Tiens, pour telle image, tiens, pour telle valeur, etc. Donc, très, très, très cool tout ça. Si tu pouvais entreprendre avec une personnalité, ça serait qui ? Kelly Massol. Ok. Non, Kelly Massol, je trouve c'est une super figure féminine de l'entrepreneuriat. Présidente des premières, et puis elle a créé les secrets de Loli. Ouais. Et puis son parcours est hyper inspirant, de partir de rien et d'avoir créé tout ça, c'est quand même assez dingue. Et j'aime bien le message qu'elle prodigue. C'est-à-dire que elle a un message très fort pour les femmes entrepreneurs et c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui percute très vite. Oui. Et je trouve que c'est une belle figure. Et puis, comme on disait, elle résume parfaitement ce qu'on dit, d'avoir ses propres valeurs, d'avoir sa personnalité. Kelly, elle représente super bien ce qu'on disait juste avant, d'affirmer ses valeurs, d'affirmer sa personnalité. Donc, très bon choix. Je pense qu'on est quelques-unes à la choisir. Ouais, carrément. Dans les questions qui sortent un peu du cadre, ce que tu pensais être important au début, mais finalement, ça l'est pas. Je crois que ça revient un peu à la question que j'ai dit, attendre que ce soit parfait. Et puis au final, non. Non, fais et puis tu apprendras en marchant. Ok. C'est vraiment ça. Et si tu devais résumer ton parcours entrepreneurial à ce jour avec un emoji? C'est le smiley qui fait un cœur avec les mains, là. Parce que même si c'est un parcours solitaire, même s'il y a plein d'embûches, j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes. Ouais. Et en fait, c'est des personnes souvent très bienveillantes et qui adhèrent au projet. Et tu sens beaucoup d'amour au final parce qu'ils te soutiennent et ils sont vraiment là à dire ça va bien marcher, ça va aller, etc. Donc, je suis reconnaissante envers toutes ces personnes-là.
Et du coup, ça exprime ma gratitude. Voilà. Ça te représente bien. Bon, ça va alors. Et quand tu as une journée difficile, est-ce que tu as un rituel doudou? Ah, ça va être cliché, mais c'est regarder une série avec mon mari. Je pense que ça va être plutôt bien. Pour faire un câlin à mon chien aussi. Ouais. Un chien, c'est hyper antidépresseur, hein, ça marche Oui. bien. Et non, sinon aller prendre l'air. Enfin, j'aime bien courir, notamment faire du canicross avec mon chien. Ok. Et du coup, aller courir avec elle, ça me plaît bien et ça me permet de me vider la tête. Donc, Très ça va cool. être ça. Est-ce que tu as un podcast ou un livre qui t'a retourné le cerveau? Kilomètre zéro. Ouais. J'ai plus le nom de l'auteur, mais Oui. Kilomètre zéro qui suit en gros le parcours d'une femme qui veut aider son amie qui est malade. Ouais. C'est un voyage initiatique dans les montagnes de l'Himalaya. Et je trouve que les messages sont assez forts parce que ça fait vraiment résonance avec certaines parties de nos vies ou actuelles. Et du coup, au final, on fait ce voyage avec elle et je trouvais ça trop bien. C'est vrai qu'elle a sorti toute une série de bouquins. Respire aussi, il est pas mal aussi, donc on conseille. Et du coup, est-ce que tu as aussi une phrase ou un mantra que tu te répètes souvent et pourquoi? Alors, j'ai pas forcément de phrase ou de mantra, mais en gros, ça va être essaye. Essaye, t'as rien à perdre. Enfin voilà, l'idée c'est que c'est grâce aussi à l'audace et au risque qu'on arrive à faire de belles choses. Donc essayons, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on réessayera autre chose. Exactement, t'as bien raison. Un projet complètement fou que tu rêverais de lancer. Bah, ça se voit dans mes vidéos, je veux devenir actrice quoi. C'est vrai? Non, ça pourrait être un projet fou, ce serait ça. Ce serait de jouer dans un film, une série ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. Hein. Nous, on a dit projet fou, moi j'y vais. Mais ouais, ça c'est un truc qui aurait pu être sympa. Après, de là à me dire que je vais le faire, pas potentiellement non, mais... Mais imaginons, on visualise, allez, ça serait quel type de film ou quel type de personnage? J'en sais rien. Là, si on te dit, tu choisis. Je sais pas, un film James Bond. Ah ouais? Action, ouais, on y va. Ok, très cool. Bon, mais s'il y a des personnes qui ont des projets de films, contactez Sophie, elle est dispo. Ouais, carrément. Et si on te donnait carte blanche pour organiser un événement qui soit 100% à ton image, ça serait où, quoi, avec qui, qu'est-ce que tu ferais? Alors, je dirais une soirée assez intime sur la plage, au bord de l'eau, avec ma famille, mes amis, bonne ambiance, voilà. Ah ouais, on est loin du James Bond, là. Ah non, on n'y est pas, là, par contre. Non, Ok. non, je suis plus intime, ouais, et good vibes. Ok. Et si là, on te dit, à partir de maintenant, pendant 24 heures, on prend ton téléphone et c'est digital détox, tu prends ou tu paniques? Dur. Non, je prends. Tu prends? Je prends parce que oui, pas de problème de déconnecter, mais avec Modify, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Et justement, du coup, je me permets encore une autre question. Si on te dit, tiens, allez, là, il n'y a plus d'Internet, on revient à l'ancien temps, comme on dit. Journaux papier, là. C'est ça. Pendant une semaine, tu y vas ou tu y vas pas? C'est dur, hein? On est tellement habitués. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, personnellement, oui. Ouais. Pour Modify, trop compliqué. Pour Modify, trop compliqué. Ouais. Mais toi, si on te dit challenge pendant une semaine, tu vis, t'as pas d'écran, t'as pas de... Après, ouais, carrément, parce qu'il faudrait que je le fasse. Donc oui, digital détox sur une semaine, pourquoi pas, mais alors parce que je suis en vacances et que je sais que Modify tourne tout seul et pas besoin d'y penser, ouais, ok. Ouais, de suite, quand je pose cette question à d'autres entrepreneurs, je vois le visage qui se crispe en mode et ma boîte? Ouais, c'est ça, mais c'est le problème aussi. C'est normal. On le garde toujours en tête. Hein. Oui. Donc, on débranche jamais vraiment, donc... Ouais, t'as tapé très juste avec Modify, je pense. Hein. Et moi, j'ai une autre question, parce que Modify m'intrigue beaucoup. Le nom ou... Tout. Le nom est super bien trouvé, je trouve. Mais du coup, Modify, dans le futur, c'est quoi? Ça devient quoi? Modify, ça devient une gamme pour... En fait, l'idée, c'est vraiment de faire une gamme pour les personnes actives. Ok. Les personnes actives qui se sentent stressées, elles ont aussi d'autres problématiques, comme des fois des difficultés de sommeil, on s'endort moins bien, on récupère moins bien, puis aussi vraiment des produits où il faut être très très focus. Enfin voilà, l'idée c'est de développer une gamme vraiment ciblée sur cette catégorie de population-là, toujours avec ce double combo, avec l'application et le produit pour
aider les problématiques que les personnes actives peuvent rencontrer. Est-ce qu'il y a un event Moodify qui est prévu? Je ne sais pas, on en voit qui, justement, sur la charge mentale, qui organise pas des retraites, mais... Pas d'event Moodify type retraite, mais par contre, on a commencé à faire des formations en entreprise. Parce que la problématique qu'on a rencontrée, c'est que les personnes sont souvent dans le déni ou se disent c'est pas très grave, ça va bien se passer. Mais il y a quand même toute une pédagogie, une éducation à faire autour du stress. Et donc, on s'est dit qu'aller cibler les entreprises pour faire des ateliers de prévention de stress avait déjà un intérêt pour l'entreprise, pour les salariés, et aussi un canal d'acquisition pour Moodify pour expliquer les solutions qui existent. Donc, on a commencé à faire ça récemment, et l'idée, c'est aussi de développer cette partie-là. Donc, je suis devenue formatrice professionnelle aussi en parallèle de Moodify pour faire ces ateliers, expliquer en gros les signes qu'on peut repérer chez soi, mais aussi chez les autres, parce que des fois, il faut aussi que les collègues puissent repérer ces signes pour alerter, comprendre les facteurs de risque, et puis justement parler des solutions. Trop cool. Ah, ça te fait de belles perspectives, là. Voilà. Tu devrais pas t'ennuyer, ouais. Non, ça va. Et pour clôturer cet épisode, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer, ça serait quoi? Essaye. Non, je pense que il y a rien qui est figé dans le marbre. Donc, si on a envie de tenter de monter sa boîte, c'est peut-être le moment d'essayer. Et puis, si jamais ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres options. Je pense qu'on a la chance d'être dans une génération où on n'est pas figé. Oui. Nos études ou même nos opportunités professionnelles et expériences professionnelles nous permettent de pouvoir switcher, bouger. Et le fait d'être connecté aussi nous permet d'avoir plein de relations qu'on n'aurait pas forcément eues avant. Donc l'idée, c'est que on peut essayer quelque chose, puis se planter, et c'est pas grave, et recommencer autre chose, et réussir, et tant mieux. Enfin voilà, je pense que tant qu'on essaye et tant qu'on est dans l'action, ça peut être que positif au final. Trop cool. J'aurais pas dit mieux pour clôturer cet épisode. Bon, tu t'en es super bien sortie, dis donc. Merci. T'as fait ça toute ta vie, en fait. Tu nous l'avais caché. Non, pas du tout. Juste aussi pour clôturer, si on veut te joindre, on te trouve où? Sur quel réseau, etc. Comment on fait? Alors, on me retrouve facilement sur LinkedIn. Je communique beaucoup sur LinkedIn, donc Sophie Leleu sur LinkedIn. Sur la page Moodify aussi. Et puis sur Instagram, vous verrez beaucoup ma tête sur les contenus. Donc voilà. On ne peut pas te rater sur Instagram. Non, je crois pas. Malheureusement, je crois qu'on me voit beaucoup. Mais c'est très cool. Mais voilà. Et puis sinon, sur le site internet aussi, on a une page contact. C'est moodify.fr. Et puis sur la page contact, il y a un email. Donc vous pouvez nous contacter aussi par là. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi.